Bonjour et bienvenue sur Carnivore.tv. On dénombre en moyenne plus de 1139 films ayant pour thématique principale l'adaptation d'un roman. Le contraire y est plus rare, mais quelques exceptions s'y font. La critique cinématographique est très importante, telle que la critique culinaire. L'analyse d'une assiette est donc très minutieuse et chaque petit détail y compte. Pour les auteurs, il y a les prix de la littérature gastronomique qui ont été remis en janvier 2013 aux livres marquants ayant pour thème la gastronomie. Les critères de sélection d'un livre sont très importants. On y regarde la structure ainsi que le propos. Notre reporter Caroline Bellumeur s'intéresse à l'alimentation ainsi que du discours gastronomique dans l'œuvre littéraire. La cuisine des Lumières tend vers une nouvelle cuisine axée sur la science qui s'oppose à l'ancienne cuisine. Cette nouvelle cuisine installe une division entre les anciens et les modernes par leur alimentation. Les repas de société ont été inaugurés par Louis XVI et Marie-Antoinette, auxquels sont conviés une quarantaine de personnages remarquables par leurs conditions ou par leur mérite. Le succès des restaurants n'est pas sans lien avec l'avènement d'une littérature gastronomique diffusant les formes et le fond de la haute cuisine. La Révolution française ayant vu l'arrivée au pouvoir de bourgeois triomphants, la nouvelle classe dirigeante s'est servie de la cuisine pour exprimer son pouvoir et son rôle dans la direction du pays. Dès lors, la cuisine et les arts de la table deviennent un signe essentiel d'appartenance sociale tel qu'elle apparaît dans la littérature gastronomique. À cette époque-là, les classes sociales, c'est super important. C'est d'ailleurs dans les romans un thème. Le pauvre est pauvre, le riche est riche. Ou si le pauvre veut accéder à la hiérarchie, on le voit faire, on le voit menacer des gens, on le voit voler, on le voit commettre plein de trucs qui ne sont pas légaux. Mais tu vois là que celui qui a une classe sociale plus élevée va se nourrir mieux, va prendre plus son temps. On va mettre l'accent sur de la bonne nourriture. Plusieurs auteurs font usage dans leur discours littéraire de différences entre les classes sociales, notamment Balzac et Alexandre Dumas. Un type d'aliment prévaudra sur un autre selon le statut social de leur personnage. Ce même processus se retrouve dans le choix alimentaire d'un individu. Ça devient des marqueurs, ce qu'on consomme, ce qu'on veut montrer de nous-mêmes, devient un marqueur de ce qu'on est et de la classe sociale ou du groupe social auquel on appartient. Donc, le fait de manger beaucoup de patates ou beaucoup de saucissons va nous démarquer de quelqu'un qui va boire des vins fins et manger des petits canapés. Le Procope fut le premier restaurant de 1674 à ouvrir ses portes. Étant un lieu de rencontre d'écrivains, il est fréquenté notamment par Voltaire, Verlaine et Alembert. Les intellectuels et les hommes politiques sont la principale clientèle de ce restaurant. Peu à peu, la restauration est devenue accessible à un plus grand nombre d'individus tout en conservant la haute cuisine. On est à un clic près de tout le savoir disponible. Pas besoin d'aller à la bibliothèque d'Alexandrie aujourd'hui. Dans mon téléphone, je clique puis j'ai l'information là. Alors, ce faisant, les gens sont plus cultivés, sont plus au courant des nouvelles tendances, sont plus ouverts, sont plus sollicités aussi. Alors, c'est ce qui fait que les gens n'hésitent moins maintenant à aller vers ces restaurants-là. Au fil des ans, on a assisté à un regain d'intérêt pour la cuisine. Des individus qui, pour des raisons sociales ou culturelles, étaient indifférents à la cuisine, s'intéressent maintenant au phénomène gastronomique. D'ailleurs, le samedi 12 mai, une rencontre a été organisée avec l'auteur Emmanuel Giraud afin d'en apprendre davantage sur ses ouvrages gastronomiques. Caroline Bellumeur, Carnivore.tv, à Terrebonne. Dans la littérature d'autrefois, les festins entre les personnages étaient très populaires. Le 11 avril 2013 a eu lieu l'événement Lettres gourmandes au Château Frontenac de Québec. Sur place, les invités avaient la chance de déguster un repas gastronomique du chef Jean Souillard. Chacun des services était aussi accompagné d'une œuvre littéraire québécoise. Les thèmes présents dans les œuvres sont très importants puisqu'on peut les associer avec les thèmes présents aussi dans les assiettes. Notre reporter François-Alexandre Larose s'intéresse à la critique culinaire. La critique gastronomique a beaucoup évolué depuis ses débuts avec la publication, en 1802, de l'Almanach des gourmands de Grémaud de la Reynière. Aujourd'hui, on les retrouve non seulement dans les journaux, mais sur Internet. Au Québec, on retrouve plus de 3835 blogs culinaires et plus de 5000 en France. Certains atteignent même 10 000 visites par jour. L'essor d'Internet facilite l'accès aux commentaires et évaluations des restaurants. Tout le monde peut donner son opinion sur le web, dont sur plusieurs sites prévus à cet effet, ce qui compromet la nécessité du métier de critique gastronomique. Ces journalistes, qui utilisent à travers leur création des procédés stylistiques tels que la comparaison, la personnification et l'euphémisme, voient leur métier être repris par une multitude de personnes, de la même façon que les autres sphères du journalisme. La situation des journalistes au Québec à l'heure actuelle est, comme partout dans le monde occidental, en profonde transformation.
La transformation vient essentiellement des nouvelles technologies, donc incluant les blogs, les web-journaux, l'interactivité, la presse plus, qui est une démonstration de ce que ça donne aujourd'hui le journalisme et le monde de la presse moderne. Les restaurateurs, quant à eux, peuvent se rapprocher de leur clientèle en lisant les commentaires sur le web. La critique n'est donc plus la seule influence, mis à part le bouche à oreille, et a donc moins d'impact sur leur création artistique. Je pense pas qu'ils ont une influence tant que ça. Comme je te disais tantôt, je ne vais pas me fier à une critique par les médias pour ajuster en cuisine des choses ou au niveau du service ou au niveau culinaire. Là. Je vais plus me fier à ce que les gens me disent ici même. Au fil des années, Internet a participé à la création de plusieurs tendances. Certaines restent, d'autres disparaissent. Mais la plupart laissent leur marque. Cette tendance des blogs est quelque peu différente puisqu'elle interfère avec le métier de journaliste. Je crois qu'on est au tout début de ces blogs, de l'utilisation de ces blogs. D'ailleurs, c'est pas encore totalement répandu. C'est plus répandu chez les gens qui sont un peu plus jeunes, ceux qui sont nés avec cette nouvelle technologie. Elle connaît, comme je disais un peu, les phases de la mode, vont connaître un essor pour probablement décliner un peu, mais pas de l'ordre jusqu'à disparaître complètement. L'avenir de ce type de journalisme semble aussi menacé que les autres. Les récentes tendances et technologies banalisent leur travail et est perçu comme étant à la portée de tous. Cependant, le métier ne semble pas en vue de disparaître. La prestigieuse université Harvard offre même des cours d'été en écriture d'articles culinaires. François-Alexandre Larose, Carnivore.tv, à Terrebonne. Les films familiaux s'adressant aux jeunes sont maintenant plus populaires au cinéma. Le film d'animation Ratatouille, sorti en 2007, a été adapté un an plus tard en roman par l'auteure Sophie Coughlin. Les types d'adaptation sont très importants lorsque nous passons de l'écrit à l'image. On peut choisir de rester soit fidèle ou libre. Notre reporter Philippe Brigane s'intéresse à la gastronomie dans les contes jeunesse. Les contes existaient bien avant que nos ancêtres ne sachent lire et écrire. Ils sont venus au monde en même temps que les premières communications des Homo sapiens. Depuis, ils ont évolué de siècle en siècle. Ils sont devenus très populaires auprès des publics jeunesse, et ce, partout dans le monde. Au travers de ces siècles, la gastronomie s'est introduite dans le conte de sorte à charmer les enfants. Plusieurs conteurs ont d'ailleurs exploité l'alimentation de leurs contes pour séduire les jeunes publics. La nourriture fait partie de nos vies depuis toujours, qu'elle soit pour cuisiner, regarder, photographier ou encore manger. L'alimentation est présente partout. Ce n'est donc pas pour rien que nous la retrouvons aussi dans les contes jeunesse. Les contes jeunesse, en fait, c'est quelque chose d'assez universel. On veut que tous les enfants puissent comprendre. Et dans le fond, manger, c'est un péché assez bénin, pas très important, qui est partagé par tous. Donc, le fait que c'est universel, moi, je pense que c'est la première raison. La deuxième raison, d'après moi, c'est aussi que la nourriture, ça peut symboliser le rang social en soi. Prenons par exemple les frères Grimm qui ont exploité à plusieurs reprises la gastronomie dans leurs contes, tels que Hansel et Gretel, Le Petit Chaperon Rouge ou Blanche-Neige. Également, il y a les contes tels que Jack et l'haricot magique, auxquels nous ne pouvons attribuer un véritable conteur puisqu'ils existent depuis très longtemps. Ces contes sont souvent sujets d'adaptation cinématographique libre. Là où dans un roman, je peux décrire et le lecteur va lire de toute façon, c'est par description, c'est pas visuel. Ben dans le film, on est purement dans le visuel. La description doit être faite par un personnage qui va me décrire quelle texture a ce qu'il mange dans sa bouche, l'odeur, le goût. Donc, à la limite, la littérature, malgré les limites qu'évoque Susskind dans Le Parfum, la littérature se prête mieux à un discours sur la gastronomie que le cinéma. Des contes, il en existe beaucoup et depuis longtemps. Il nous est donc impossible de trouver le premier conte car il date du temps des hommes de Cro-Magnon. Cependant, si les contes perpétuent depuis aussi longtemps, c'est qu'ils sont populaires grâce à un fond-forme bien spécifique. Le fond et la forme sont toujours assez classiques, mais c'est important après que l'histoire va dicter comment tu vas la modifier. C'est une réponse un petit peu étrange, mais je pense qu'il faut la prendre au sérieux, cette réponse-là. Parce que chaque conte, chaque histoire a sa propre forme et son propre fond. Il faut que l'auteur se laisse bercer, se laisse transporter par son histoire pour inverser le fond et la forme. Ce n'est pas demain que les contes disparaîtront. Leur forme est appréciée de tous et séduisent filles et garçons. Reste à savoir si les auteurs continueront d'exploiter la gastronomie comme l'ont fait autrefois les frères Grimm. C'était Philippe Brigane pour Carnivore.tv à Terrebonne. Pour les passionnés, une librairie gourmande existe à Montréal. Elle se situe au marché Jean Talon. Sur place, il y a des livres disponibles à la consultation ou à l'achat. Il est possible aussi pour les visiteurs d'y rencontrer plusieurs chefs cuisiniers. De plus, plusieurs séances d'autographes sont organisées. On se donne un prochain rendez-vous sur Carnivore.tv.